Et donc, l'autre Nicolas, pour continuer de parler de l'immobilier avec le thème de l'investissement immobilier à travers les SCPI, Nicolas Pécrus, je vous représente, directeur associé de Odia et cofondateur de SCPI-8. Un mot de Odia qui est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, c'est ça ? Exactement, qu'on a fondé 10 ans avec 2 amis, on faisait déjà de la gestion privée. On a voulu dépoussiérer un petit peu cet univers-là en essayant de démocratiser la gestion privée au plus grand nombre. Pour ça, on a mis beaucoup de technologies à l'intérieur en développant divers sites tels que SCPI-8 que vous avez cité. Bon, qui est une plateforme de distribution, c'est ça pour Exactement, d'informations sur la thématique des SCPI. Le jeune investisseur que vous avez cité précédemment qui ne connaît pas, il peut aller voir des vidéos, lire des tutoriels pour comprendre ce que c'est, puis après il peut directement investir. Bon, le digital présent partout, enfin Nicolas Calvez chez meilleurplacement.com, il y a le .com qui va bien effectivement, et là aussi chez Eodia, il y a cet aspect digital très important. Là aussi, on l'esquisse, mais c'est un vrai sujet dans vos métiers aujourd'hui, la digitalisation de votre profession au sens large. Sur les SCPI, quel constat est-ce qu'on peut dresser, Nicolas ? Cette crise pandémique, les conséquences des politiques de santé publique sur l'économie, sur les marchés, ont été un stress test majeur pour tous les véhicules d'investissement, on va dire les choses comme ça. Les SCPI, visiblement, affichent une forme de résilience. Comment est-ce qu'on l'explique ? Est-ce qu'il faut faire des distinctions entre les différentes typologies de SCPI auxquelles on peut accéder aujourd'hui, Nicolas ? Et puis la question de la suite, bien sûr, mais déjà sur le constat, quels sont les éléments que vous pouvez nous apporter ? Alors, tout se passe plutôt bien, puisque derrière, le principe même du véhicule des SCPI, en regroupant un grand nombre de locataires, a favorisé ce passage de crise. Des locataires ont souffert, ce qui correspond un peu à votre sous-question sur la thématique précise de la SCPI, quelles en sont les conséquences, et dans d'autres thématiques, ils n'ont pas souffert. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les locataires au sein d'une SCPI, c'est des grands groupes en règle générale. Les tickets d'investissement sont élevés, 10-15 millions d'euros sur un immeuble, donc on va retrouver des boîtes plutôt internationales, qui ont des reins solides, qui ont été aidées par le gouvernement sur les différents mécanismes qui ont été mis en œuvre. Donc derrière, elles ont payé leur loyer. Et derrière, ce qui fait que les rentabilités de cette année vont être relativement similaires à l'année dernière, sauf évidemment sur certains secteurs, l'hôtellerie, évidemment, a beaucoup souffert, et le commerce dans une moindre mesure. Donc ces secteurs-là ont, sur du court terme, évidemment, subi des baisses plus conséquentes. Parce qu'on peut se retrouver, par exemple, le commerce, les pas de porte au pied des immeubles, on peut se retrouver là avec une typologie de locataire un peu différente de la grande multinationale qui a les reins solides, c'est ça Oui, complètement, parce que quand j'achète un centre commercial, par exemple, donc l'investissement est conséquent, mais ça représente de nombreuses petites boutiques. Ouais. Et au sein de ces petites boutiques, vous ne choisissez pas forcément l'ensemble des locataires. Et là, des locataires qui avaient par exemple des baux indexés sur leur chiffre d'affaires, quand vous avez 3 mois de fermeture, votre niveau de loyer baisse mécaniquement là-dessus. Donc il y a eu une baisse de loyer encaissée. Maintenant, ils vont être capables de les renégocier dans le temps. Sur l'hôtellerie, on l'a vu, sur des mécanismes de compensation future où, sur un trimestre de gratuité de loyer pendant l'année 2020, mais compensé par une redistribution sur 2021 et 2022 en fonction de l'évolution. Donc les gérants ont rapidement mis en place des éléments pour répondre à cette crise, ce qui fait que derrière, ils ont pu obtenir des loyers grosso modo similaires. Donc, très peu de défauts au final constatés sur les loyers Non, c'est sur des SCPI en hôtellerie pure, on est sur 30% de baisse de loyer. Donc ça veut dire qu'il y a 70% qui ont été encaissés sur l'année 2020. Donc c'est évidemment pour l'épargnant, ça a une conséquence. Mais si je reprends l'exemple de tout à l'heure du jeune cadre qui investit à crédit, qui se retrouve avec une mensualité de crédit, on va dire de 500 € et en face il a un loyer de 400 €, 30% de moins, il a encore 300 € de loyer. Il a exceptionnellement 100 € d'effort de trésorerie en plus. Il a ses 3-4 mois de salaire de côté. Un effort à la mesure de cette crise, on va dire. C'est ça, Nicolas. Si on rentre un petit peu dans la question des rendements financiers, alors justement, comment est-ce que ces rendements ont pu varier là pour montrer la résistance, la résilience de ce thème d'investissement, de ce véhicule d'investissement que sont les SCPI? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la valeur des parts achetées par les épargnants, Nicolas? Alors, sur la partie macro, le rendement de l'année dernière était environ de 4,4% sur l'ensemble des SCPI de rendement. Cette année, on s'attend à un petit peu plus que 4%. Donc on voit que finalement, le rendement s'est maintenu. Donc ça, c'est sur la partie locative des revenus versés. Sur la partie valeur de part, ce qui peut être une autre inquiétude, on se rend compte que l'immobilier dans son ensemble résiste très bien parce que c'est une valeur refuge. Donc déjà, il n'y a pas de gros investisseurs qui quittent ces marchés-là. Et d'ailleurs, on a mené une étude sur les 60 SCPI à capital variable. On a comparé leur prix actuel de prix d'achat de part face à ce qu'on appelle la valeur de reconstitution. C'est la valeur d'expertise des biens à l'intérieur. Il en ressort qu'en moyenne, les SCPI sont sous-cotés de 4,45%. Donc en fait, on achète moins cher les parts des SCPI que la valeur réelle de l'immobilier en portefeuille.
si on est dans un scénario, il faut se mettre dans des scénarios, alors pas le scénario du pire, mais un scénario de pandémie durable, de crise économique prolongée, on le voit bien, tout le monde est en train de se mettre en ordre de marche pour les 6-12 prochains mois peut-être. Cette résilience, elle est durable dans le temps. Vous avez expliqué les mécanismes qui ont permis justement de protéger les loyers notamment, Nicolas. La résistance peut durer dans le temps, même si la crise est toujours là? Alors complètement. Après, il y a un choix stratégique sur la nature des SCP à sélectionner au jour d'aujourd'hui. Je donnerai 2 exemples de stratégies qui sont assez pertinentes. C'est de se dire, on a un monde en évolution, le e-commerce prend le pas. La pandémie a permis finalement à de très nombreux Français de se mettre à acheter sur Internet. Donc des SCPI qui vont acheter de la logistique peut avoir un intérêt au jour d'aujourd'hui. De la même manière, sur des jeunes SCPI qui ont été créés récemment et qui vont investir en connaissant cet univers macroéconomique, ils vont aussi pouvoir tirer leur épingle du jeu. Donc c'est 2 stratégies qu'on recommande à nos clients à l'heure actuelle. Les bureaux, ok, ça résiste, les grandes multinationales payent les loyers, il n'y a pas de souci, mais on attend quand même des modifications de comportement. Alors même si le télétravail reste assez faible en France, c'est les chiffres qu'on a pu observer, vous n'attendez pas quand même structurellement des évolutions qui pourraient dégrader peut-être le profil de rendement de certains véhicules, certaines typologies particulières, Nicolas? Ça a été la grosse inquiétude de nos clients. Arrivé au confinement, tout le monde s'est retrouvé à travailler chez soi. Ils se sont dit, demain, il n'y a plus que du télétravail, il n'y a plus besoin de bureau. Le monde d'après. Exactement. Au bout de 2-3 mois, on s'est rendu compte que ce n'est pas la réalité. 60% des Français déjà ne peuvent pas faire de télétravail de par la nature même de leur job. Et sur le reste, la majorité des sondés qui a été fait par un sondage OpinionWay la semaine dernière veulent maximum 2 jours de télétravail par semaine. Donc je vois mal un salarié français lui dire tu peux venir 2 jours sur cette place-là et les 3 jours de la semaine, par contre, on va te mettre un petit peu partout dans différentes salles. Donc conclusion, on est quand même sur des schémas organisationnels où les entreprises vont devoir garder des bureaux parce que ça crée des synergies, ça permet de trouver des solutions avec bien évidemment une mise en œuvre plus forte du télétravail, surtout en ce moment où c'est évidemment vivement recommandé, mais ça ne changera pas fondamentalement le marché du bureau tant qu'il est bien positionné, qu'il a été bien acheté. Donc, celui qui est à 200 km de Paris, en plein milieu de la campagne, lui, il va peut-être se retrouver en difficulté. L'emplacement, toujours. Bien toujours sûr. Pareil. Ouais. Il y a des stratégies quand même. Alors pour la partie vacante des bureaux, est-ce qu'on voit des stratégies qui se mettent en place pour justement trouver une manière d'exploiter quand même et de rentabiliser une partie petite peut-être qui restera vacante néanmoins des bureaux? Oui, typiquement le coworking avec des exemples comme WeWork, etc. ont vraiment connu une accélération très forte de leur positionnement sur les 5 dernières années parce que les entreprises veulent de la flexibilité. Ils se disent en cas de crise, on n'a pas de visibilité, ce qui est un gros enjeu. Est-ce que je reprends 2000 m² de bureau tout de suite ou alors finalement est-ce que je ne vais pas dans un coworking pendant 6-12 mois où je vais voir ce qui se passe? Exactement. Donc finalement, certains bureaux vacants sont en train d'être transformés. Il y a de la demande. Complètement. Est-ce qu'on est déjà à un moment où il y a des opportunités à saisir pour quelqu'un qui se poserait la question de ses investissements, alors déjà investi ou non, mais est-ce qu'il y a déjà des opportunités à saisir? Est-ce qu'on peut attendre encore un peu? Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire là aujourd'hui à vos clients chez Eodia? Comme dans tout type d'investissement, c'est souvent dans les secteurs où on ne pense pas investir parce que c'est les secteurs les plus décriés où il faut investir. Donc typiquement l'hôtellerie. Actuellement, on se porte mal, concrètement, tant que les voyageurs ne reviendront pas, que le télétravail sera limite en matière imposée, les hôtels ne seront pas remplis. Par contre, demain, les hôtels auront de nouveau un très très bel avenir. On le voyait, la croissance était extrêmement forte avant ce début d'année. Donc derrière, par contre, les hôteliers qui actuellement ont besoin de vendre un hôtel ne peuvent évidemment pas le vendre dans les mêmes conditions qu'au mois de janvier ou que l'année dernière. Donc là, évidemment, une SCPI qui est spécialisée sur cette thématique-là, en ayant des investisseurs qui vont lui apporter du capital, vont pouvoir saisir d'excellentes opportunités parce que comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, une SCPI c'est un placement long terme, c'est du 8-10 ans de placement recommandé, donc on ne raisonne pas sur 2-3 ans où la situation risque d'être encore délicate sur ces thématiques. Pour conclure, mais la question d'ailleurs peut s'adresser à vous deux, Nicolas Lecalvez, meilleurplacement.com et Nicolas Pécrus, Eodia. Pourquoi est-ce que le digital est encore aussi peu présent sur le marché des SCPI, Nicolas?
Il y a un fort intuitu personae quand on parle d'argent, on n'en parle déjà pas trop en famille, donc d'en parler avec quelqu'un sur Internet, en visio, alors qu'on ne le connaît pas, il y a un pas à franchir. Attendez, aujourd'hui, on peut tout faire en 2 clics en termes d'investissement, acheter des actions, des fonds, toutes les applications sont là, ça existe de partout. Sur une thématique précise, la difficulté de notre métier, c'est qu'on est un peu les docteurs du patrimoine, donc on doit avoir une étendue beaucoup plus large sur la manière dont on appréhende les choses, on rentre plus dans le détail de la vie des gens. Tout à l'heure, la conclusion, c'était en fonction de comment vous imaginez les années devant vous, il va falloir ou pas acheter un appartement. C'est dur de demander ça à une machine, d'essayer de comprendre la psychologie de l'investisseur. Donc il y a besoin d'humain. Donc on essaye d'utiliser la technologie pour simplifier le métier, toute la partie mathématique, calcul et autres. Mais par contre, on met toujours l'humain au centre de la relation. Il y a une couche technologique, mais derrière, l'accompagnement doit rester humain. C'est fondamental. Je vous vois acquiescer, Nicolas Lecalvez. Si vous voulez réagir, bien sûr. Je ne peux qu'acquiescer, puisque dans le modèle, c'est vrai qu'on a parlé de digital pour le .com, mais on est aussi et avant tout 4 agences, plus de 30 conseillers répartis Lyon, Paris, Rennes et Cannes. On a envie, du coup, aussi d'en ouvrir d'autres, ce qui fait que pour nous, ça a du sens. Je reviens totalement le fait que c'est nécessaire d'avoir une personne en face et de pouvoir échanger avec pour justement être en phase. Merci messieurs. Merci beaucoup pour votre expertise sur ces questions immobilières. C'était le thème du jour. Le vendredi, finances personnelles dans Smart Bourse à la mi-journée. Aujourd'hui avec Nicolas Pécreux, donc directeur associé de Odia, cofondateur de SCPI-8 entre autres, et Nicolas Lecalvez, CGP chez meilleurplacement.com qui nous accompagne. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.